Tout au long de la pandémie Covid-19, la SFAR a tenu à proposer le plus rapidement possible pour l'ensemble de nos collègues des préconisations actualisées, les plus adaptées à la réalité de terrain. Néanmoins, nous avons toujours tenu, comme pour l'ensemble de nos référentiels, à nous appuyer sur des preuves scientifiques publiées pour édicter nos recommandations. Pour certains, la publication de nouvelles mises à jour de ces recommandations a pu paraître un peu longue par rapport à l'évolution du nombre de cas ou à l'émergence de nouveaux variants. Mais vous comprendrez aisément que nous sommes très attachés à ne pas préconiser des principes de prise en charge pouvant avoir un impact sur la santé de nos patients à partir d'impressions cliniques ou de déclarations de tel ou tel expert. Aujourd'hui, de nouvelles données scientifiques validées, relues par les pairs, dont l'étude Dromis 22, conduite par le réseau Recherche SFAR, que j'ai eu la chance de coordonner avec le professeur Marc Léon et le professeur Jean-Michel Constantin, nous permettent d'alléger les stratégies de dépistage préopératoire et de report de la chirurgie en cas de Covid-19 préopératoire pour la majorité des patients chirurgicaux, et ainsi de tendre aussi dans le contexte périopératoire vers une normalisation du risque Covid. Pour les patients asymptomatiques pour lesquels un dépistage préopératoire reste indiqué, la SFAR se positionne pour recommander une PCR sur écouvillon nasopharyngé, telle que nous l'avons toujours recommandé en première intention. L'utilisation des techniques de biologie moléculaire est aussi ce qui a été très récemment recommandé par un groupe de travail constitué à l'initiative de la Société française de microbiologie et impliquant plusieurs sociétés savantes, dont la SFAR, sur les indications et les modalités du dépistage Covid-19 dans le contexte plus large de toute venue d'un patient à l'hôpital. En effet, la sensibilité et la spécificité des tests antigéniques sont incompatibles avec les exigences du diagnostic préopératoire des patients les plus à risque, notamment chez les patients asymptomatiques, qui constituent la cible de ce dépistage, et à l'ère du variant Omicron. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la PCR n'est pas un examen parfait et qu'elle peut présenter des défauts de sensibilité, notamment si le prélèvement est de mauvaise qualité, ou à l'inverse de spécificité, notamment en cas d'excrétion prolongée d'ARN viral sans réel critère d'infection. Il faut donc que nous n'oublions pas, premièrement, de continuer à dépister cliniquement les signes d'infection à SARS-CoV-2 lors des contacts avec nos patients, par exemple à l'aide de l'auto-questionnaire proposé par la SFAR, et ce, même si une PCR de moins de 48 heures est rendue négative. Et deuxièmement, de continuer à appliquer les mesures d'hygiène et de prévention de la transmission de la COVID-19, mais aussi des autres virus respiratoires en période de pic épidémique, notamment en portant un masque lorsque nous sommes en contact avec nos patients. Nous manquons de données scientifiques publiées pour proposer une stratégie spécifique à la population pédiatrique chirurgicale. Les enfants n'ont pas été inclus dans les différentes études publiées depuis 2020 sur ce sujet, que ce soit dans les études du groupe Covid Surge collaborative, dans les différentes cohortes rétrospectives ou dans la récente étude Dromis 22 du réseau Recherche SFAR. Dans ce contexte, nous pensons qu'appliquer la même stratégie que celle préconisée chez les patients adultes est probablement la meilleure solution. Nous pensons notamment que continuer à protéger les enfants les plus fragiles et vulnérables, même s'ils sont sans doute moins nombreux que parmi la patientèle chirurgicale adulte, est un élément important. En ce sens, l'application de l'algorithme adulte, individualisant la prise en charge des patients immunodéprimés, d'ASA supérieur ou égal à 3, ou bénéficiant encore de chirurgie majeure à haut risque respiratoire post-opératoire, est sans doute aussi pertinente chez l'enfant. De futures préconisations viendront sans doute compléter cet avis. La définition du statut vacciné est une chose très complexe, notamment car elle est évolutive, un patient considéré comme vacciné aujourd'hui pouvant ne plus être suffisamment protégé dans à peine quelques mois, et dépend de l'immunité et de la réponse vaccinale de chacun. De plus, de futures données scientifiques peuvent conduire à modifier les recommandations vaccinales, comme cela a été le cas par le passé, avec par exemple la nécessité d'effectuer un rappel à présent chez les patients les plus âgés ou à l'immunité la plus fragile. Enfin, la question de savoir si un patient est vacciné s'inscrit dans la question plus large de savoir s'il est immunisé contre le SARS-CoV-2, car un antécédent récent de Covid-19 est aussi protecteur vis-à-vis du risque de réinfection indépendamment du statut vaccinal du patient, mais pour une durée modérée, inférieure à 1 an chez la plupart des patients. Ainsi, nous pensons que seules les autorités sanitaires sont à même de définir le calendrier vaccinal le plus optimal vis-à-vis du SARS-CoV-2 et donc de la notion de patient vacciné. Il est alors de la responsabilité de chaque structure, avec l'aide des infectiologues et des clins locaux, de réaliser une veille des recommandations sanitaires et de proposer, si besoin, une définition plus opérationnelle à l'échelle locale.
Pour information, à l'instant T, les recommandations les plus récentes de la Haute Autorité en Santé sur ce sujet, datant de fin février 2023, sont accessibles sur le site de l'HAS sous le titre « Stratégie de vaccination contre la Covid-19, anticipation des campagnes de vaccination en 2023 ». L'étude Remise 22 du réseau Recherche SPAR apporte quelques éléments de réponse à cette question, même si de nouvelles données seront les bienvenues pour conforter ces premiers résultats. Dans notre étude, il n'existait pas de surrisque de morbidité respiratoire, que le délai pour considérer une Covid-19 préopératoire soit de 8 semaines, 6 semaines ou 3 semaines avant la chirurgie. En revanche, les patients toujours symptomatiques le jour de la chirurgie avaient un très net surrisque de morbidité respiratoire lourde en comparaison aux patients n'ayant pas présenté de Covid-19 préopératoire ou aux patients ayant présenté une Covid-19 préopératoire mais dont les symptômes avaient totalement régressé. Il est important de noter que l'étude Dromis 22 était construite pour éliminer une surmorbidité respiratoire de 2 fois ou plus dans une population générale de patients chirurgicaux, majoritairement vaccinés et bénéficiant de tout type de chirurgie. L'étude n'est pas assez puissante pour éliminer définitivement un surrisque cliniquement pertinent dans les sous-groupes de patients les plus à risque, tels que les patients immunodéprimés, les patients d'ASA supérieur ou égal à 3 ou les patients bénéficiant de chirurgie associée fréquemment à une morbidité respiratoire post-opératoire importante. Ainsi, il est sans doute possible de réduire le délai de report en cas de PCR préopératoire positive à la période nécessaire à la disparition totale des symptômes chez le patient immunocompétent, non gravement comorbide, opéré sous ALR ou sédation seule, ou sous AG d'une chirurgie non à haut risque respiratoire. Cette population est in fine celle chez qui le dépistage préopératoire n'est plus obligatoire. En revanche, en attendant de nouvelles données spécifiques aux sous-populations à haut risque, nous pensons que le principe de précaution doit toujours prévaloir pour le moment pour ces patients, qui correspondent aux patients chez qui le dépistage préopératoire reste indiqué. Dans ce cas, une PCR préopératoire positive doit encore probablement conduire à un report de 4 à 6 semaines si le degré d'urgence de la chirurgie le permet. La recherche des symptômes reste un élément central dans la stratégie de dépistage préopératoire de la Covid-19, ainsi que dans la discussion autour de la meilleure période de report de la chirurgie en cas de test préopératoire positif. Nous insistons donc sur l'importance d'un vrai dépistage clinique des symptômes de Covid-19. En effet, plusieurs études montrent que beaucoup de patients se déclarant asymptomatiques sont soit présymptomatiques, c'est-à-dire en période d'incubation et que des symptômes, même modérés, vont apparaître dans les prochains jours, soit paucisymptomatiques, c'est-à-dire présentant des symptômes très modérés, non forcément rapportés à une Covid-19 par le patient lui-même. Des études d'imagerie montrent qu'en réalité, ces patients paucisymptomatiques ont fréquemment des lésions, certes modérées, mais touchant le parenchyme pulmonaire, par exemple à type de verre dépoli sur un scanner thoracique. C'est pourquoi nous recommandons d'objectiver la recherche de ces symptômes et de ne pas se contenter d'une simple déclaration du patient. À cette fin, des outils comme l'auto-questionnaire proposé par la SPAR lors des précédentes versions de nos recommandations restent un outil très intéressant.